J'ai 5 petites règles que vous pouvez suivre pour trouver votre étoile et lui donner vie. La toute première règle est de poursuivre tout ce que vous voulez. Laissez-moi vous raconter une histoire. Un de mes amis et moi sommes allés courir à Central Park, dans le cadre de l'organisation des Roadrunners. Le week-end, ils organisent des courses et c'est très fréquent. À la fin de la course, ils ont un sponsor qui offre des choses comme des pommes, des bagels et autres. Et ce jour-là, quand nous sommes arrivés à la fin de la course, il y avait des bagels gratuits et des tables de pique-nique installées. D'un côté, il y avait un groupe de bénévoles sur la table, où se trouvaient des boîtes de bagels. Et de l'autre côté, il y avait une longue file de coureurs qui attendaient pour avoir leurs bagels gratuits. Alors j'ai dit à mon ami, « Allons chercher des bagels ». Il m'a regardé et a dit que la file était trop longue. Et j'ai dit « Bagels gratuits ». Et il a dit « Non, je ne veux pas faire la queue ». Et moi j'étais genre « Bagels gratuits ». Et il a dit « Non, c'est trop long ». Et c'est là que j'ai réalisé qu'il y a 2 façons de voir le monde. Certaines personnes voient la chose qu'elles veulent, et d'autres voient la chose qui les empêche d'avoir la chose qu'elles veulent. Je ne voyais que les bagels, ils ne voyaient que la queue. Et donc j'ai marché jusqu'à la ligne, je me suis penché entre 2 personnes, j'ai mis ma main dans la boîte et j'ai sorti 2 bagels, et personne ne s'est énervé contre moi. Car la règle est la suivante, tu peux aller chercher ce que tu veux sans empêcher quelqu'un d'autre de faire ce qu'il veut aussi. J'ai dû accepter le choix. Je n'ai pas pu choisir quel bagel j'ai pris. J'ai eu ce que j'ai sorti. Mais je n'ai pas eu à faire la queue. Donc le fait est que vous n'avez pas besoin de faire la queue. Vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde. Vous pouvez le faire à votre façon. Vous pouvez briser les règles. Mais vous ne devez pas empêcher quelqu'un d'autre d'obtenir ce qu'il veut. C'est la règle numéro 1. Règle numéro 2, j'aime bien celle-là. Au XVIIIe siècle, une maladie qui s'est répandue en Europe et a fini par atteindre l'Amérique s'appelait la fièvre pourpre, aussi connue sous le nom de la peste noire du lit d'enfant. En gros, ce qui se passait, c'est que les femmes accouchaient et mouraient dans les 48 heures après l'accouchement. Cette peste noire de l'accouchement a fait des ravages en Europe. Elle n'a cessé d'empirer pendant plus d'1 siècle. Dans certains hôpitaux, jusqu'à 70% des femmes qui accouchaient mouraient des suites de leur accouchement. Mais c'était la Renaissance. C'était l'époque des données empiriques et de la science. Et nous nous étions débarrassés des choses comme la tradition et le mysticisme. C'était des hommes de science. C'était des médecins. Et ces médecins et hommes de science voulaient étudier et essayer de trouver la cause de cette peste noire du lit de l'enfant. Et donc, ils se sont mis à étudier et ils ont étudié les cadavres des femmes qui étaient mortes. Le matin, ils procédaient à des autopsies. Puis l'après-midi, ils allaient donner naissance à des bébés et terminer leur tournée. Et ce n'est que vers le milieu du 19e siècle que le docteur Oliver Wendell Holmes, père du juge de la Cour suprême Oliver Wendell Holmes, a réalisé que tous ces médecins qui pratiquaient des autopsies le matin ne se lavaient pas les mains avant d'accoucher l'après-midi. Et il l'a fait remarquer et a dit « Les gars, c'est vous le problème ». Et ils l'ont ignoré et traité de fou pendant 30 ans. Jusqu'à ce que finalement, quelqu'un réalise que s'il se lavait simplement les mains, le problème disparaîtrait. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Quand ils ont commencé à stériliser leurs instruments et à se laver les mains, la peste noire du lit de l'enfant a disparu. La leçon ici est que parfois, vous êtes le problème. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut assumer la responsabilité de ces actes. Vous pouvez prendre tout le crédit du monde pour les choses que vous avez faites bien, tant que vous prenez aussi la responsabilité pour les choses que vous faites mal. Cela doit être une équation équilibrée. Vous ne pouvez pas tout obtenir dans un sens et pas dans l'autre. Vous pouvez prendre le crédit quand vous prenez aussi la responsabilité. C'est la leçon numéro 2. Leçon numéro 3, prenez soin les uns des autres. Les marines des États-Unis sont peut-être les guerriers d'élite du monde, et on a demandé à l'un d'entre eux, qui réussit à passer le processus de sélection? Qui est capable de devenir un navicile? Et sa réponse était celle-ci. Je ne peux pas vous dire quel genre de personne peut devenir une marine. Je ne peux pas vous dire le genre de personne qui réussit à passer les épreuves de sélection. Mais je peux vous dire le genre de personnes qui ne deviennent pas des marines, dit-il. Les gars qui se présentent avec d'énormes muscles couverts de tatouages, qui veulent prouver au monde entier à quel point ils sont durs, aucun d'entre eux ne s'en sort. Les leaders prétentieux qui aiment déléguer toutes leurs responsabilités et ne jamais rien faire eux-mêmes, aucun d'entre eux ne s'en sort. Il a dit que les athlètes universitaires vedettes qui n'ont jamais été testés au plus profond de leur être, aucun d'entre eux ne s'en sort. Il dit que certains des gars qui s'en sortent étaient maigres. Il dit que certains des gars qui s'en sortent, vous les verrez frissonner de peur. Il dit que, cependant, tous les gars qui s'en sortent, lorsqu'ils sont physiquement épuisés, émotionnellement épuisés, lorsqu'ils n'ont plus rien à donner, physiquement ou émotionnellement, d'une manière ou d'une autre,
Ils sont capables de trouver l'énergie pour creuser au plus profond d'eux-mêmes, pour trouver l'énergie pour aider le gars à côté d'eux. Ils deviennent des membres du groupe, a-t-il dit. Vous voulez être un soldat d'élite ? Il ne s'agit pas de savoir si vous êtes fort, il ne s'agit pas de savoir si vous êtes intelligent, il ne s'agit pas de savoir si vous êtes rapide. Si vous voulez être un soldat d'élite, vous avez intérêt à devenir très bon pour aider la personne à votre gauche et celle à votre droite, car c'est ainsi que les gens avancent dans le monde. Le monde est trop dangereux et le monde est trop difficile pour que vous pensiez que vous pouvez faire ces choses seul. Si vous trouvez votre étincelle, je vous félicite. Maintenant, qui allez-vous demander de l'aide ? Et quand allez-vous accepter de l'aide quand elle vous est offerte ? Apprenez cette compétence. Apprenez en vous entraînant à vous aider les uns les autres. Ce sera la chose la plus précieuse que vous apprendrez dans toute votre vie. Acceptez l'aide quand elle est offerte et la sollicitez quand vous savez que vous ne pouvez pas le faire tout seul. Le plus étonnant, c'est que lorsque vous apprendrez à demander de l'aide, vous découvrirez qu'il y a des gens tout autour de vous qui ont toujours voulu vous aider. Ils ne pensaient pas que vous en aviez besoin parce que vous prétendiez avoir tout sous contrôle. Et dès que vous dites « je ne sais pas ce que je fais, je suis coincé, j'ai peur, je ne pense pas pouvoir y arriver », vous verrez que beaucoup de gens qui vous aiment se précipiteront pour s'occuper de vous. Mais cela ne se produira que si vous apprenez à prendre soin d'eux d'abord. Leçon numéro 4. Nelson Mandela est un cas particulièrement spécial dans le monde du leadership, car il est universellement considéré comme un grand leader. Vous pouvez prendre d'autres personnalités et selon la nation où vous allez, nous avons des opinions différentes sur d'autres personnalités. Mais Nelson Mandela est universellement considéré comme un grand leader dans le monde entier. Il était en fait le fils d'un chef de tribu et on lui a demandé un jour « Comment avez-vous appris à être un grand leader ?» Il a répondu qu'il accompagnait son père aux réunions tribales et il se souvient de 2 choses lorsque son père rencontrait d'autres anciens. Premièrement, il s'asseyait toujours en cercle. Et deuxièmement, son père était toujours le dernier à parler. Toute votre vie, on vous dira que vous devez apprendre à écouter. Je dirais que vous devez apprendre à être le dernier à parler. Je vois cela dans les salles de conseil tous les jours de la semaine. Même les personnes qui se considèrent comme de bons leaders, qui peuvent même être des leaders décents, entrent dans une pièce et disent « Voici le problème, voici ce que je pense, mais je souhaite connaître votre opinion ». La capacité à garder vos opinions pour vous, jusqu'à ce que tout le monde ait parlé, fait 2 choses. Premièrement, cela donne à tous les autres le sentiment d'avoir été entendus. Cela permet à tous les autres de sentir qu'ils ont contribué. Et deuxièmement, vous avez l'avantage d'entendre ce que les autres ont à penser avant de donner votre avis. La technique consiste vraiment à garder ses opinions pour soi. Si vous êtes d'accord avec quelqu'un, n'acquiescez pas. Et si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, ne faites pas non de la tête. Asseyez-vous simplement. Absorbez tout. Et la seule chose que vous êtes autorisé à faire est de poser des questions afin de comprendre ce qu'ils veulent dire et pourquoi ils ont l'opinion qu'ils ont. Vous devez comprendre d'où ils parlent, pourquoi ils ont l'opinion qu'ils ont et pas juste ce qu'ils disent. Et à la fin, vous aurez votre tour. Cela semble facile, mais ça ne l'est pas. Entraînez-vous à être le dernier à parler. C'est ce que Nelson Mandela a fait. Règle numéro 5, ma préférée de toutes les histoires vraies. Un ancien sous-secrétaire à la Défense a été invité à faire un discours lors d'une grande conférence réunissant environ 1000 personnes. Et il était debout sur la scène avec sa tasse de café et un gobelet en polystyrène. Il a fait son discours préparé avec son PowerPoint derrière lui et il a pris une gorgée de son café. Il a souri et il a regardé son café. Et puis, il s'est écarté du script et a dit « Vous savez, l'année dernière, j'ai parlé à cette même conférence. L'année dernière, j'étais sous-secrétaire. Et quand j'ai parlé ici l'année dernière, ils m'ont fait venir en classe affaires. Et quand je suis arrivé à l'aéroport, il y avait quelqu'un qui m'attendait pour m'emmener à mon hôtel. Ils m'ont emmené à l'hôtel, ils m'avaient déjà enregistré et m'ont fait monter dans ma chambre. Et le lendemain matin, je suis descendu et il y avait quelqu'un qui m'attendait dans le hall pour m'accueillir et ils m'ont conduit à ce même endroit. Ils m'ont fait passer par l'entrée arrière et m'ont emmené dans la chambre et m'ont tendu une tasse de café dans une belle tasse en céramique. Il dit aujourd'hui, je ne suis plus le sous-secrétaire. Je suis venu en avion, j'ai pris un taxi jusqu'à mon hôtel et je me suis enregistré. Quand je suis descendu dans le hall ce matin, j'ai pris un autre taxi jusqu'à ce lieu. Je suis entré par la porte principale et j'ai trouvé le chemin des coulisses. Lorsque j'ai demandé à quelqu'un s'il y avait du café, il m'a montré la machine à café dans le coin et je me suis versé une tasse de café dans ce gobelet en polystyrène. Il dit que la leçon à tirer est que le gobelet en céramique n'était pas fait pour moi, mais pour la position que j'occupais.
Je mérite un gobelet en polystyrène. Rappelez-vous ceci, si vous gagnez en gloire, en fortune, en ancienneté, les gens vous traiteront mieux. Ils vous tiendront les portes ouvertes, ils vous offriront une tasse de thé ou de café, sans même que vous le demandiez. Ils vous appelleront monsieur et madame, et ils vous offriront des choses. Aucune de ces choses n'est faite pour vous. Ces choses sont destinées à la position que vous occupez. Ils sont destinés au niveau que vous avez atteint en tant que leader, ou en tant que personne à succès, ou quel que soit le nom que vous voulez lui donner. Mais vous mériterez toujours un gobelet en polystyrène. Souvenez-vous-en. Rappelez-vous cette leçon d'humilité et de gratitude. Vous pouvez accepter tous les trucs gratuits, vous pouvez accepter tous les avantages, vous pouvez en profiter. Mais soyez reconnaissants et sachez qu'ils ne sont pas pour vous. Qu'aucun de nous ne mérite les avantages qu'il a. On mérite tous un gobelet en polystyrène.